tout ce que l'on fait ici vient de soi-même. Il faut apprendre à ne pas avoir froid, à se nourrir comme on peut. Ici, c'est comme une île au milieu du Pacifique. On est coupé du monde pendant plus de 6 mois. Bonjour à tous. Après un mois d'absence passé à l'ombre des JO d'Atlanta, Montagne reprend ses quartiers d'été et les fortifications du Saint-Hénard vont camper idéalement le décor du film que nous allons suivre. De la Savoie aux montagnes de Nice, toute une série de fortifications s'échelonnent de crête en crête. Elles ont été construites au cours du siècle dernier, à un moment où les relations entre la France et l'Italie étaient plutôt à l'orage. Mais plus que la guerre, c'est le temps qui a causé le plus de dommages à ces gardiens de pierre que les hommes ont oubliés sur les hauteurs. Mais le randonneur qui le découvre au hasard d'un sentier est souvent frappé par leur étrange beauté. Certains sont même sous le charme, au point de consacrer leur temps et leur argent à la restauration de ces citadelles d'altitude. Elles sont toujours là, sentinelles fantomatiques d'un passé orageux. Construites au siècle dernier, à une époque de tension entre la France et l'Italie, certaines de ces citadelles d'altitude n'ont pourtant jamais souffert d'assaut. Mais c'est bien le dernier conflit mondial qui a mis fin au chapitre guerrier de leur histoire. Depuis, vaisseaux de pierre échoués sur les crêtes alpines, elles voient la nature reprendre ses droits, même si des hommes ne les ont pas tout à fait oubliés. J'avais l'impression d'entrer dans un monde pas hostile, mais qui m'était fermé initialement. Les gens que je rencontrais, qui appartenaient au fort, avaient une personnalité très accusée et n'entendaient pas se livrer immédiatement. Mais il y avait aussi le fait de vivre isolément et d'en être fier. Il y avait un esprit de corps très marqué. Dans l'ensemble, une collectivité soudée. Et ça, la montagne en était responsable. Il y a tout juste 60 ans, Charles Klein prenait le commandement du Gondran. Au sommet des Anges, à 2300 mètres d'altitude, le vieux fort, comme le surnomment ses anciens occupants, protégeait avec d'autres la ville de Briançon. Une cinquantaine d'hommes vivaient ici toute l'année. Voici mon domaine personnel. Ici, le bureau. À droite, on mettait les invités, dans cette turbe. Et ici, la chambre où j'ai passé un certain nombre de centaines de nuits, avec une vue imprenable, mais aussi une musique imprenable. C'était les hurlements des fils téléphoniques qui aboutissaient à ce côté-là. Je ne pensais pas que ce serait démoli. Mais c'est une rupture peut-être nécessaire entre le passé et l'avenir. Et pour moi, le plus impressionnant, ça a été d'y venir tout seul, par mauvais temps. Les portes claquaient et j'avais l'impression que mes éclaireurs disparus allaient sortir comme je les avais connus. Notre mission était de former une section d'éclaireurs, c'est-à-dire de gens aptes à se déplacer en haute montagne, hiver
comme été, et puis une mission aussi de surveillance de la frontière. En hiver, ça consistait à être capable d'aller avec les binoculaires sur le dos, d'aller la crête de Dormiouz, à tous les postes frontières pour surveiller les travaux italiens. En fait, on ne surveillait pas beaucoup les déplacements que pouvaient faire des individus. Il y a eu une période de tension, il y a eu aussi un moment, une période où on a cru que les puissances dites démocratiques allaient se réconcilier avec Mussolini, et puis ça a recassé. La tempête, ici, existait. Il ne fallait pas laisser sortir un type seul. Celle qui m'a le plus marqué, je crois que c'est celle du Noël 1935, où nous avons été coincés pendant 15 jours ici sans pouvoir sortir. Nous avions en gros 60 jours de vivres. Et on faisait le pain. Il y avait de la farine, il y avait du sel, il y avait le boulanger. Et il y avait en bas un four. Pour avoir des vivres frais, pour avoir des légumes, il fallait aller se ravitailler à Montgenèvre, à condition qu'il fasse beau temps. On a le sentiment finalement que vous étiez presque plus des montagnards que des soldats ici. C'est difficile de répondre, parce que le montagnard a une certaine auréole et le soldat, quelquefois pas. Or, j'ai l'impression que ces montagnards étaient des soldats utiles. Moi, je les ai quittés, eux sont restés dans les Alpes et ils ont empêché les Italiens de franchir la frontière. C'était quand même utile. Solidement retranchés, les Allemands, abrités le plus souvent dans nos anciennes fortifications, tiennent les débouchés des cols frontières du Mont Blanc à la Méditerranée. Le col de la Seigne, le Petit Saint-Bernard, le Mont-Cenis, sont puissamment défendus. Entre les lignes des postes avancés s'étend un vaste no man's land de plusieurs kilomètres. Là, ce n'est plus la guerre moderne et spectaculaire avec son formidable déploiement de matériel, mais une guerre de montagnard à montagnard. 4 ans auparavant, on est en juin 40. Le Gondran est la cible de nombreux tirs ennemis. À la fin des hostilités, il est occupé par les Italiens. Puis les Allemands vont investir le vieux fort jusqu'en 1944. Début septembre, une compagnie parvient à chasser l'occupant des lieux. Briançon est libéré. Mais les Allemands et les Italiens ne vont pas se replier très loin. Débute alors une guerre d'attente avec ses accrochages et ses tirs d'artillerie, jusqu'à un certain jour de 1945. Eh bien là, c'est un obus allemand qui, en avril 1945, a percé la couverture du vieux fort. Notre vieux fort a connu un peu sa mort ici. Après, on ne pouvait plus l'occuper tel qu'il était, il était blessé. Et puis, les idées ont changé, les frontières aussi. Finalement, on n'a plus consacré de crédit à l'entretien de ces fortifications.